Il fait étouffant dans la nef de la cathédrale, bien que le milieu de la journée ne soit pas encore passé à la soirée. Les murs de pierre respirent l'humidité. Sous les voûtes s'étire la fumée grise provenant d'une multitude de bougies. La cire se solidifie en gouttes épaisses sur les chandeliers en fer. Entre les colonnes se trouvent des bancs pour la noblesse, sur lesquels les gens sont serrés. Le tissu épais des capes bruissent, les bordures en fourrure bougent. Au centre, devant l'autel, un cortège solennel se forme. Le roi de France se prépare au mariage, à une union qui doit consolider ses victoires et lui donner un nouveau levier dans le nord de l'Europe. Les prières retentissent. Les formules latines glissent sur la pierre. Et tout semble se dérouler selon un scénario préétabli. Mais le plus important ce jour-là ne se passera pas à l'autel, mais juste après, lorsque les portes de la cathédrale se fermeront. Le mariage, conclu devant tout le monde chrétien, sera presque instantanément rejeté. Et c'est précisément cette fracture, apparue dès le premier jour, qui transformera la vie d'une reine en un long et froid supplice, et la France en un champ de pression de la part de Rome. Bonjour à tous et merci de votre attention. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire et quelles histoires sur les rois et les reines vous semblent les plus dures ou les plus injustes. Je vous souhaite une écoute paisible et attentive. Passons maintenant à l'histoire. Pour comprendre pourquoi l'histoire d'Ingeborg de Danemark et de Philippe II Auguste s'est avérée si sombre, il faut voir à quoi ressemblait le monde qui les entourait. La France de la fin du IIe siècle n'est pas une puissance sûre d'elle-même avec un territoire intact, mais un royaume qui commence seulement à se relever après des décennies de faiblesse. Philippe, surnommé Auguste, avait déjà fait ses preuves en tant que souverain sévère et pragmatique. Il avait brisé des vassaux devenus trop puissants, mené une guerre contre les Plantagenets et construit un domaine plus dense autour de la couronne. Mais malgré tout son talent, il restait partie intégrante d'un système où le mariage était l'un des principaux instruments de la politique. Son premier mariage avec Isabelle de Hainaut lui donna un héritier et renforça sa position dans le Nord. À la mort d'Isabelle, le roi se retrouva veuf et la question d'un nouveau mariage devint une affaire d'État plutôt que privée. À cette époque, le Danemark est un royaume nordique dont les souverains contrôlent non seulement leurs terres, mais jouent également un rôle important dans la région baltique. L'union avec la dynastie danoise promettait à Philippe non seulement un prestige symbolique, mais aussi un soutien réel contre ses voisins du Nord et de l'Est, y compris les structures impériales. La jeune fille choisie pour le mariage, Ingeborga, était adulte, de noble naissance, avec une dot et des relations qui faisaient d'elle un parti avantageux. Du point de vue de la froide arithmétique politique, tout semblait raisonnable. Le roi de France renforçait ses liens avec le Nord.
La maison danoise obtenait une alliance avec la couronne française en pleine expansion. La cérémonie s'est déroulée dans les règles de l'art. Les chroniques relatent les festivités, l'arrivée de la suite danoise, les offices religieux solennels, l'échange de cadeaux. Tout cela rappelle des dizaines d'autres mariages royaux, où le personnel se confond avec le politique. Cependant, presque immédiatement après la nuit de noces, il se produit quelque chose que les sources rapportent avec une laconie inquiétante. Le roi s'éloigne de sa nouvelle épouse, puis commencent des événements qui ne cadrent pas du tout avec le tableau habituel. Au lieu de renforcer l'union, il tente de la rompre. Au lieu de vivre ensemble, il expulse de fait la reine. À partir de ce moment, l'histoire d'Ingeborg se transforme en une succession d'humiliations qui, en elles-mêmes, enfreignent la norme, mais restent formellement achevées. Tout est officialisé par des commissions de théologiens, des conciles, des lettres au pape. Le mythe qui est apparu plus tard aime expliquer ce revirement de manière simple. Certains récits murmurent une prétendue aversion physique du roi, d'autres inventent des légendes sur un terrible secret ou un comportement inconvenant de l'épouse. Ces versions sont commodes. Elles réduisent tout à la défaillance psychologique d'une seule personne. Mais les documents du XIIe et du début du XIIIe siècle en disent autrement. Là où les chroniqueurs rapportent des rumeurs, les archives administratives montrent une lutte pour la formulation des textes, de longues disputes entre théologiens, l'intervention de Rome, la menace d'une interdiction sur toute la France. Cette histoire est moins passionnée qu'il n'y paraît, et beaucoup plus marquée par le calcul froid et les pressions. La première mesure officielle prise par Philippe fut de tenter d'annuler le mariage. Le motif choisi pour cela était courant à l'époque. Un lien de parenté interdite. Le scénario était familier. Il fallait prouver qu'il existait entre lui et Ingeborg des liens de parenté qui enfreignaient les normes canoniques. Pour cela, des commissions sont convoquées, des généalogies sont établies. Les noms des ancêtres communs sont consignés, et on recherche les branches qui peuvent être reliées en une seule lignée. En apparence, cela ressemblait à un travail théologique. En réalité, les ecclésiastiques adultes étaient confrontés à une tâche bien plus dangereuse. Trouver un prétexte légitime pour satisfaire la volonté du roi, sans pour autant détruire la confiance dans l'institution du mariage. Sur fond de cette mécanique juridique se détache la figure presque immobile d'Ingeborg elle-même. Les sources la décrivent comme silencieuse, distante, presque dépourvue de voix dans sa propre affaire. Elle ne mène pas de guerre, n'organise pas d'intrigues de cour, ne rassemble pas de factions autour d'elle. Sa résistance ne s'exprime pas par une conspiration, mais par des appels successifs au pape, dans lesquels elle insiste. Le mariage a été conclu légalement. Il n'y avait pas d'obstacle de consanguinité, ou celui-ci a été délibérément ignoré lors de la conclusion de l'union, ce qui signifie que toute tentative de le rompre constitue un abus de pouvoir.
En termes du XVIIe siècle, cela ne ressemblait pas à une plainte émotionnelle, mais à une accusation de déformation du canon. La partie française répond par sa propre logique. Pour l'entourage de Philippe, le mariage que le roi a rejeté dès la première nuit devient une menace pour son honneur et, ce qui est encore plus important à cette époque, une menace pour la stabilité. Le roi, contraint de vivre avec une femme pour laquelle il éprouve de l'aversion, leur semble faible. Les rumeurs à la cour ont leur propre vie. Les chuchotements sur l'épouse inacceptable, sur ses traits étranges, sur son prétendu manque d'adéquation, se répandent dans les couloirs du palais. Beaucoup de ces allusions ne sont pas étayées par des preuves documentaires, mais elles alimentent les décisions. Les hommes adultes de la cour sont prêts à fournir n'importe quelle preuve pour soutenir la ligne qui profite à leur souverain. C'est à ce stade qu'apparaît le premier mythe important. Dans les récits tardifs, Ingeborg est parfois décrite comme une épouse scandaleuse ou étrange, dont le comportement provoquerait le roi. Cependant, si l'on se fie aux documents, on constate le contraire. Tout scandale réel à la cour aurait été utilisé ouvertement contre elle dans les actes, les procès-verbaux, les lettres. Au lieu de cela, le thème principal reste celui de la parenté et de la violation formelle du canon. Les qualités personnelles de la reine ne sont pratiquement pas décrites dans les textes administratifs. Pour Rome et Paris, elle n'est pas un personnage, mais la détentrice d'un titre légitime que le roi tente de lui retirer. Les tentatives de résoudre la question en France conduisent à la convocation de conciles, auxquels assistent des théologiens et des évêques. Ces réunions font naître une deuxième ligne de tension. Le pouvoir ecclésiastique au sein du royaume dépend en partie du roi et, par conséquent, a tendance à chercher des arguments en sa faveur. À la cour apparaissent des personnes prêtes à jurer que l'union matrimoniale avec la princesse danoise viole les normes canoniques. Elles élaborent des schémas complexes de parenté, proposent des interprétations parfois manifestement tirées par les cheveux. Tout cela dans le but de justifier l'annulation, sans enfreindre ostensiblement la structure du droit ecclésiastique. Mais en dehors de la France, il existe un autre centre de pouvoir. La curie romaine n'est pas pressée de se rallier à la couronne française. La papauté voit dans l'affaire Ingeborg non seulement un conflit familial, mais aussi un précédent important. Si l'on reconnaît le mariage invalide selon le schéma proposé par Philippe, cela ouvre la voie à des dizaines d'autres souverains désireux de se débarrasser d'alliances gênantes sous le prétexte d'une parenté soudainement découverte. Pour Rome, cela menace l'intégrité de tout le système matrimonial sur lequel reposent les dynasties et les blocs politiques. C'est pourquoi les décisions papales hésitent, mais dans l'ensemble, la ligne reste stricte. Le mariage a été conclu légalement, les motifs formels d'annulation sont insuffisants, le roi doit reconnaître Ingeborg comme son épouse légitime. Plus ce conflit s'envenime,
plus le sort de la reine semble sombre et effrayant. Elle est en fait privée de sa cour, isolée, déplacée périodiquement dans différentes résidences, vivant non pas comme une souveraine à part entière, mais comme un souvenir vivant d'une union qui n'a pas abouti. Dans les chroniques, cela s'étire comme une longue ligne presque silencieuse. Dans les actes administratifs, elle peut encore apparaître comme l'épouse du roi, reconnue par Rome, mais en réalité, sa participation à la gouvernance est réduite à néant. Sa vie se transforme en un lent séjour dans un statut qui n'existe que sur le papier. Pour Philippe, cette situation ne se limite pas non plus à une irritation personnelle. Il se remarie, violant ouvertement la position de la papauté, et transforme ainsi un drame privé en un défi politique. Le pape, quant à lui, dispose désormais d'un puissant levier. Une question purement familiale peut être utilisée comme prétexte pour faire pression sur la couronne française. C'est là qu'intervient le mécanisme qui fera de l'histoire d'Ingeborg non seulement la tragédie d'une femme, mais aussi un coup dur pour des milliers de personnes en France. Il s'agit de l'interdit, une mesure ecclésiastique qui prive le pays de services religieux publics, de mariages et de funérailles religieuses. Officiellement, l'objectif est de contraindre le roi à se soumettre au canon. En réalité, tous ceux qui vivent sous son autorité en souffrent. Ainsi, un mariage qui n'a pas eu le temps de commencer devient un instrument dans un grand jeu. D'un côté, il y a le roi, habitué à obtenir ce qu'il veut et considérant que sa volonté prime sur les formules. De l'autre, il y a la papauté, prête à utiliser des sanctions spirituelles pour contraindre le plus puissant souverain d'Occident à obéir. Entre eux se trouve la figure silencieuse de la reine rejetée, dont le nom figure dans les documents comme symbole de la légalité, mais dont la vie réelle se déroule dans l'ombre, loin des salles de cérémonie. Et plus le conflit s'intensifie, plus le mythe et le document divergent. Le mythe parle d'une épouse scandaleuse et d'une union malheureuse. Le document montre l'utilisation du destin humain comme levier dans la lutte pour le pouvoir entre le trône et l'autel. L'interdit sur la France a été le moment où le drame personnel du roi et de son épouse rejetée s'est transformé en punition collective. Pour les gens ordinaires, cela signifiait que le rythme habituel de la vie était bouleversé dans ses aspects les plus sensibles. Les prêtres avaient peur de célébrer ouvertement la messe. Les mariages étaient célébrés dans une atmosphère de doute. Les funérailles se transformaient en adieux silencieux, sans cérémonie complète. Pour les hommes du XIIe et du début du XIIIe siècle, ce n'était pas seulement un inconvénient, mais une menace pour le salut éternel. La peur de mourir sans avoir reçu les derniers sacrements devenait un moyen de pression à la fois sur la conscience et sur la vie quotidienne. La papauté, physiquement lointaine, se faisait soudainement sentir dans chaque paroisse, chaque village, chaque ville.
pour le pouvoir royal. C'était un coup dur impossible à ignorer. Philippe avait l'habitude de contraindre ses sujets à lui obéir par la force, la corruption ou le calcul. Or, il était désormais confronté à une forme de résistance qu'il ne pouvait réprimer avec une troupe de chevaliers. Il pouvait punir les ecclésiastiques rebelles, mais il ne pouvait pas rétablir aux yeux du peuple la certitude que leur mariage et leurs funérailles seraient reconnus par le ciel. Chaque jour qui passait, l'interdit attisait la colère des barons et des citadins, qui voyaient bien que l'entêtement du roi ne faisait souffrir que lui-même, mais aussi eux. La pression venait non seulement d'en haut de Rome, mais aussi d'en bas, à travers les murmures, le mécontentement et les menaces indirectes à la loyauté. Dans cette situation, la figure d'Ingeborg, apparemment dépourvue de pouvoir, prend une signification paradoxale. Elle ne mène pas de guerre, ne donne pas d'ordre, mais son nom devient un point d'appui pour Rome. Le pape peut affirmer qu'il ne défend pas un principe abstrait, mais une reine concrète dont les droits ont été bafoués. Elle est à la fois victime d'un traitement injuste et symbole du fait que le droit canonique prime sur tout caprice royal. Dans les lettres de la Curie, la combinaison de ces motifs renforce l'effet. Les règles et la justice ont été violées. La couronne française se retrouve dans la position de l'accusé, pour lequel les excuses semblent de plus en plus tirées par les cheveux. Philippe, quant à lui, poursuit sa résistance. Il vit avec une autre femme, tente de formaliser une nouvelle union, mène ses guerres et ses négociations habituelles. Mais toutes ces actions sont assombries par la question conjugale non résolue. Dans les documents officiels, sa nouvelle relation doit être légitimée. Mais Rome insiste obstinément sur le fait qu'il a déjà une épouse légitime. Toute tentative de consacrer un autre mariage sous une forme canonique est immédiatement perçue comme un défi. Le conflit interne, qui pour le roi est une question de liberté personnelle et de calcul dynastique, devient pour la papauté un test. Pourra-t-elle vraiment imposer sa volonté à un monarque aussi puissant? Pendant ce temps, une guerre silencieuse d'interprétation se poursuit à la cour de France. Les courtisans adultes, désireux de rester dans les bonnes grâces du roi, sont prêts à témoigner en sa faveur et à jeter le discrédit sur son épouse répudiée. Des allusions indirectes à son inadéquation, à certaines caractéristiques insaisissables qui justifieraient l'animosité royale, font leur apparition. Mais toutes ces histoires circulent dans les conversations. Dans les protocoles officiels, le principal argument reste la parenté et les formules sur l'honneur que le roi est tenu de préserver. C'est précisément ce double niveau, rumeurs à l'intérieur, références canoniques sèches à l'extérieur, qui rend l'histoire d'Ingeborg particulièrement effrayante. On voit comment une personne vivante se transforme en matière première pour justifier des décisions qui ont été prises depuis longtemps au sommet. Contrairement à l'entourage de Philippe, la papauté agissait lentement, mais de manière cohérente. Les papes changeaient,
Mais la ligne restait ferme. Le mariage était reconnu. Il ne pouvait être annulé. Les tentatives d'ignorer l'épouse légitime étaient condamnées. L'interdit n'était pas utilisé en permanence, mais la menace de son retour planait comme une ombre à chaque aggravation de la situation. Pour la France, c'était un coup porté à son prestige. Le roi, qui se présentait à l'intérieur du pays comme le défenseur de l'Église, apparaissait à l'extérieur comme un souverain soumis à une sanction spirituelle. Pour les autres monarques d'Europe, c'était un rappel que même le roi le plus prospère n'était pas tout-puissant face à l'appareil théologique de Rome. Plus l'affaire traînait en longueur, plus il devenait évident qu'il n'y avait pas d'issue facile à ce conflit. Philippe ne voulait pas rendre à Ingeborg son rôle d'épouse à part entière, craignant de perdre la face et sa liberté de manœuvre dynastique. La papauté ne pouvait céder sans risquer de détruire sa propre autorité. Toute tentative de compromis se heurtait à une question de principe. On pouvait négocier des territoires, de l'argent, un soutien dans d'autres conflits, mais pas la reconnaissance de la légalité d'un mariage que Rome avait déjà approuvé une fois. Dans la logique théologique, reconnaître une erreur dans une telle affaire signifiait reconnaître que le système lui-même pouvait être soumis à des pressions politiques. Sur fond de ces processus macroéconomiques, la vie d'Ingeborg continuait à s'écouler dans la pénombre. Elle restait officiellement reine de France, mais dans les faits, elle était une femme écartée de la cour et du pouvoir. Elle vivait dans des résidences où elle était surveillée, non pas comme une prisonnière, mais comme un symbole gênant. Pour son entourage, elle était le rappel d'un conflit que personne ne savait comment résoudre. Pour elle-même, cela signifiait de longues années d'incertitude. Son statut était formellement préservé, mais dans les faits, ses droits en tant qu'épouse et souveraine étaient bloqués. Les documents relatifs à son entretien et à son entourage ne contiennent aucune emphase, seulement la routine quotidienne, mais c'est précisément dans cette routine que résonne la cruauté la plus froide de l'histoire. Peu à peu, cependant, la situation commence à changer. Rome parvient à utiliser la question du mariage comme un moyen de pression constant sur la France. Le roi, pour qui il est important d'avoir le soutien de la papauté dans d'autres domaines, de la nomination des évêques à la légitimation des mesures politiques contre ses voisins, est contraint de chercher des moyens d'apaiser les tensions. À un certain moment, le calcul politique l'emporte sur l'animosité personnelle. Il est plus important de conserver une marge de manœuvre en politique étrangère que de poursuivre une dispute sans fin sur le mariage, qui est depuis longtemps devenu un sujet de conversation. C'est là que se manifeste ce revirement discret qui est rarement mentionné dans les récits populaires. Philippe ne devient pas soudainement éclairé ou repentant au sens émotionnel du terme. Il prend simplement une décision fondée sur la logique du pouvoir. En reconnaissant le statut juridique d'Ingeborg et en lui permettant de reprendre officiellement son rôle d'épouse,
Il est possible d'apaiser le conflit avec Rome sans changer la structure profonde de sa propre vie. Il est toujours possible d'éviter la vie commune et l'intimité. Mais selon les documents, le roi et la reine se retrouvent à nouveau liés, comme l'exige le canon. Pour la papauté, c'est une victoire du principe. Pour le roi, c'est une étape douloureuse, mais rationnelle. Lorsque Ingborg est légalement réintégré dans ses droits, l'histoire boucle la boucle. Formellement, elle est à nouveau reine, son statut est confirmé, son nom peut figurer dans les documents en tant qu'épouse légitime du monarque français. Mais sur le plan personnel, l'union reste morte. Ce mariage ne deviendra jamais ce qu'il devait être selon les plans des deux dynasties. Il restera le symbole de la fracture entre la volonté personnelle et la structure du droit canonique, entre le pragmatisme politique et le cadre dans lequel l'Église tentait d'enfermer les souverains. Le mythe qui aime parler de femmes scandaleuses ou de caractère insupportable semble particulièrement vide dans cette conclusion. Les documents montrent une autre image. Une femme adulte, presque dépourvue de toute possibilité d'influencer le cours des événements, devient pendant de nombreuses années la figure centrale d'un conflit qui détermine les relations entre la France et la papauté. Sa vie se déroule dans l'ombre, mais son nom est utilisé dans les lettres papales, dans les actes d'interdit, dans les négociations entre les souverains. Son silence fait également partie de la pression politique. Et lorsque le mariage est enfin reconnu comme incontestable, cela ne lui apporte pas de réconfort humain, mais confirme la ligne principale de l'histoire. Au final, ce récit ne trouble pas par ses scandales retentissants, mais par sa froide cohérence. Le roi, désireux de se débarrasser d'une épouse gênante, met en marche un mécanisme qui touche tout le pays. La papauté, défendant le canon, utilise le sort d'une seule femme comme levier, n'hésitant pas à priver tout un peuple de sa vie religieuse habituelle. Les courtisans, soucieux de conserver leur position, adaptent les témoignages à la version souhaitée. Quant à la reine, elle supporte pendant des décennies le statut de répudiée, mais sans être légalement brisée. Le mythe aime les drames personnels, mais le document nous laisse une image plus sombre. Un monde où la vie humaine devient facilement l'otage de la lutte pour le pouvoir entre l'autel et le trône, et où la justice rétablie n'apporte pas de consolation, mais n'est qu'une simple mention dans les chroniques. La suite de l'histoire ressemble à un nœud serré qui se resserre lentement, dans lequel chaque participant cesse presque d'être un être humain pour devenir une fonction. Après la reconnaissance juridique du mariage, la question d'Ingeborga ne disparaît pas. Elle s'enfonce simplement dans le système. Le roi continue à vivre comme s'il était libre de ses obligations conjugales, alors que le droit canonique insiste sur le contraire. Dans les formules officielles, elle est reine. Dans la pratique politique, elle est une ombre. Cette dualité est particulièrement visible dans la façon dont son nom apparaît et disparaît dans les sources. Tantôt, il est réintégré dans la liste des titres. Tantôt, il est omis des descriptions
des cérémonies de cour. À une époque où le statut déterminait la place d'une personne dans le monde, une telle incertitude était en soi une forme de violence. Pendant ce temps, la structure même du pouvoir, née de ce conflit, continue de peser sur la France. La papauté renforce l'idée qu'elle peut s'immiscer dans les affaires conjugales des monarques, non pas comme dans la sphère privée, mais comme dans une question directement liée à l'ordre de la société chrétienne. L'interdit, levé ou assoupli après des concessions, reste dans la mémoire des sujets comme un rappel. Les erreurs du roi peuvent priver le peuple de sa protection religieuse habituelle. Cela sape l'inconditionnalité de l'image du souverain et oblige à tenir compte d'un arbitre extérieur, Rome, même dans des domaines qui étaient auparavant considérés comme internes. Si l'on considère cette histoire comme une chaîne de décision, on constate que l'espace du choix personnel se rétrécit progressivement. Philippe, qui a commencé par tenter de sauver l'honneur et de se débarrasser d'une union indésirable, se retrouve piégé par ses propres actions. Toute nouvelle initiative dans le domaine matrimonial est perçue à travers le prisme d'un passé non résolu. Même lorsqu'il fonde une nouvelle lignée familiale, que des héritiers naissent, que la dynastie se renforce, tout cela est assombri par le fait qu'ailleurs, quelque part, continue d'exister une épouse rejetée, mais légalement reconnue. Pour Ingborg elle-même, cela signifie une longue vie dans un rôle où sa valeur ne réside pas dans sa proximité avec son mari, ni dans son influence à la cour, mais dans le fait qu'elle reste le symbole d'un principe que Rome n'a pas permis d'effacer. Dans ce sombre équilibre, on voit particulièrement clairement comment le mythe et le document divergent. La légende préfère parler d'une épouse scandaleuse ou d'un mariage raté, réduisant tout à des touches psychologiques et à des anecdotes. Les archives en disent autrement. Elles racontent comment le mariage entre deux adultes se transforme en un terrain où le roi et le pape mesurent leur puissance. Comment le droit canonique devient un instrument de pression non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons de contrôle. Comment le destin d'une femme peut rester pendant des décennies otage d'un conflit où aucune des parties ne peut se permettre d'admettre sa défaite. Et dans le silence final des chroniques, le plus effrayant n'est pas les cris du scandale, mais la simple constatation des faits. Le mariage existe sur le papier. Il n'y a pas d'intimité. Le système politique a gagné un nouveau levier, et la vie humaine s'est dissoute dans les lignes d'un texte latin. Le château royal vit dans un régime étrange. Les services sont réduits, les cloches sonnent moins souvent qu'auparavant, et dans certaines églises autour de Paris, les prêtres n'osent même plus célébrer la messe. L'interdit sur la France n'est pas un mot abstrait tiré des documents curiaux, mais un régime d'étouffement quotidien.
il est interdit aux gens de se marier. Les chrétiens adultes décédés se voient refuser des funérailles normales. Les baptêmes ne sont autorisés qu'en cas d'extrême nécessité. La terre continue de tourner. Les marchés sont toujours aussi animés. Mais sous tout cela, on a l'impression que le pays est suspendu dans les airs et ne peut toucher le sol sacré. Les citadins adultes commencent à murmurer que le péché royal affecte leur corps plus que leurs propres erreurs. Pour Philippe, cela porte un coup à la base même de son pouvoir. Jusqu'à présent, son règne était perçu comme un renforcement progressif de la couronne. Confiscation des possessions des Plantagenets, consolidation du domaine, réforme administrative. Désormais, ce même roi est contraint d'expliquer pourquoi son histoire personnelle avec une femme, la reine légitime, reconnue par le mariage, conduit à la fermeture des autels dans tout le pays. Le pape utilise la question du mariage non par caprice, mais comme un moyen de pression soigneusement calculé. Tant que l'épouse légitime est écartée et que le mariage n'est pas rétabli, la majeure partie de la vie ecclésiastique en France reste interdite. En réponse, la chancellerie royale lance une campagne qui, à sa manière, est plus redoutable qu'un conflit ouvert. Lors de réunions de théologiens et de juristes, de longues chaînes de parenté sont établies pour tenter de prouver que la relation entre Philippe et Ingborg enfreint les normes canoniques. Les anciennes unions matrimoniales, les ancêtres communs, les liens entre les dynasties, tout est mis en lumière pour transformer un refus personnel en un litige juridique. Les chroniques font état de rumeurs sur la indignité de la reine. Les récits des courtisans sont consignés, mais les documents montrent clairement à quel point on s'efforce de la transformer d'un être humain en un problème de formule. Pendant ce temps, Ingeborga elle-même reste presque invisible pour le monde extérieur. Et c'est précisément cette invisibilité qui souligne la dureté de la situation. Elle est une adulte avec un titre royal, mais son espace est réduit à quelques pièces, à de rares offices religieux et à une correspondance qui ne passe pas par son mari, mais par des représentants de l'Église. Les lettres qui parviennent à Rome ne montrent pas une figure scandaleuse, mais un côté silencieux et persévérant. Elle refuse de reconnaître l'annulation, ne signe pas le refus, ne fait aucun geste formel qui pourrait être utilisé contre elle. En conséquence, son silence devient une arme au moins aussi puissante que les bulles papales. L'interdit frappe également ceux qui ont tenté de soutenir le roi. Une partie des évêques qui s'étaient rangés de son côté au début du conflit se retirent progressivement. Pour eux, les églises fermées, les laïcs privés des sacrements et la foule urbaine en révolte sont un prix trop élevé à payer
pour satisfaire la volonté du monarque dans une affaire personnelle. Les lettres d'Innocent III ne sont pas hystériques, mais elles suivent une ligne cohérente. Tant que l'épouse légitime n'aura pas été rétablie dans ses droits, la France vivra sous le régime de la punition. Le fait que le roi revendique son droit de corriger le mariage pour l'honneur devient pour la papauté un moyen pratique de montrer qui a le dernier mot en Europe en matière d'union conjugale. Pour les élites laïques, la situation est également insupportable. Les barons adultes perdent leurs revenus en raison de la perturbation de la vie ecclésiastique. Le flux de pèlerins diminue, les foires liées aux fêtes religieuses sont annulées, les transactions nécessitant une attestation ecclésiastique sont rendues difficiles. Les conseils municipaux sont contraints de naviguer entre le pouvoir royal et la crainte des sanctions spirituelles. Et dans toutes ces couches sociales, on comprend peu à peu que l'obstination solitaire du monarque rend tout le monde vulnérable. Il ne s'agit pas d'une histoire romantique sur un mariage malheureux, mais d'une série de conséquences matérielles. Sous la pression de cette révolte silencieuse, Philippe est contraint de faire des concessions qu'il jugeait encore impossibles il y a peu. Au début, des tentatives de solution partielle apparaissent. Il n'est pas question d'un rétablissement complet du mariage, mais de la reconnaissance de certains droits d'Ingeborg, de son statut à la cour, du retour symbolique de son titre. Le roi espère conserver une existence séparée de fait, tout en conservant sa liberté dans sa vie privée. Mais Innocent III s'en tient au principe. Soit le mariage est reconnu comme valide, soit le roi reste sous le coup de la sanction. La papauté ne cède pas, car elle comprend que si elle cède maintenant, n'importe quel souverain pourra invoquer l'honneur et le caractère pour refaire les mariages à sa guise. Le plus inquiétant dans cette histoire, c'est qu'aucun des protagonistes ne se considère comme un monstre. Philippe est convaincu de défendre la dignité et les intérêts de la couronne en se débarrassant d'une union qu'il considère comme une erreur. Le pape estime défendre la sainteté du mariage tout en renforçant l'autorité de l'Église. Ingeborga, privée d'une vie conjugale normale, s'accroche aux seuls moyens dont elle dispose, son statut juridique d'épouse. Mais c'est précisément cette justesse croisée qui rend la situation insoluble. Chaque mesure qui semble logique du point de vue d'une institution se traduit par une accumulation de peur et de douleur pour tout le pays. Les documents administratifs rédigés au plus fort du conflit ne laissent pratiquement aucune trace d'émotion personnelle. On y trouve des passages sur les commissions de théologiens, la convocation de conciles, la confirmation ou le rejet d'arguments sur la parenté. On y trouve des mentions des amendes infligées aux prélats rebelles, des négociations avec les envoyés du pape, des tentatives de reporter ou d'atténuer l'effet de l'interdit. Et pourtant, chaque feuille de papier représente une pression supplémentaire sur une femme qui continue
d'être considérée comme reine, mais qui vit comme une prisonnière. Le mythe aime raconter l'histoire d'une épouse scandaleuse, mais le document montre une épouse silencieuse, légalement reconnue, dont l'existence devient le centre d'un chantage géopolitique. Les registres municipaux de la fin du XIIe siècle deviennent de plus en plus inquiétants. Ils contiennent de plus en plus souvent des plaintes concernant des transactions annulées en raison de l'absence de prêtres. Les riches citadins cherchent de plus en plus souvent des moyens détournés pour enterrer leurs parents décédés avec au moins une prière. Les marchands reportent de plus en plus souvent leur voyage, car les foires, qui dépendent du calendrier ecclésiastique, sont interdites. L'interdit que Rome a imposé à la France devient un instrument de pression non pas en théorie, mais dans la pratique quotidienne. Il touche chaque habitant adulte, et ainsi, le problème personnel du roi devient le problème de millions de personnes. Le tissu habituel de la vie se déchire, ce qui menace la stabilité bien plus gravement que n'importe quelle campagne militaire. Sous la pression de ces circonstances, la chancellerie royale commence à chercher des solutions de contournement. Des délégations sont envoyées à Paris auprès de la Curie pour tenter d'obtenir un assouplissement des conditions. Elles affirment que le roi est prêt à rendre son titre à Ingborg, mais qu'il n'est pas prêt à vivre avec elle comme épouse. On propose des conditions selon lesquelles elle recevra une pension et un statut à la cour. Mais la séparation de fait sera maintenue. Le pape refuse, sachant que tout compromis créera un précédent qui détruira les dispositions relatives au mariage en tant qu'union indissoluble. Il utilise un langage juridique sur la réalité de l'union, sur la vérité conjugale, sur les normes canoniques, mais chaque lettre montre clairement qu'il s'agit d'une stratégie visant à contraindre le puissant roi de France à reconnaître les limites de son pouvoir. Pendant ce temps, la pression s'intensifie sur ceux qui soutenaient le roi. Certains prélats, qui défendaient auparavant la position de Philippe, voient désormais que la résistance à Rome menace de détruire la vie normale de leur paroisse. Dans certaines régions, les prêtres célèbrent secrètement des offices la nuit afin que les paroissiens adultes ne meurent pas sans avoir reçu l'absolution. Dans d'autres, les laïcs commencent à manifester ouvertement leur désobéissance, exigeant des évêques qu'ils s'opposent au roi. C'est dans ce contexte qu'apparaît, pour la première fois, un mouvement à peine perceptible, mais qui prend de l'ampleur. Une partie du clergé voit en Ingborg non seulement une femme, mais aussi le symbole de l'ordre que le roi a violé. Dans ce contexte, la position silencieuse de la reine devient une force. Elle ne donne aucun prétexte commode à des accusations, ne viole pas les exigences canoniques, ne défie ni l'Église ni la France au sens propre du terme. Elle refuse simplement de reconnaître l'annulation. Chaque signature qu'elle appose sous les lettres adressées au pape, chaque formule dans laquelle elle se désigne
comme l'épouse légitime, la place au centre des débats politiques et spirituels. Cette femme adulte, privée d'accès à la cour, devient le pilier de la position de Rome, car son silence s'inscrit parfaitement dans les canons. Elle ne viole pas son serment, ne s'en va pas, ne cède pas, ne donne au roi aucun moyen juridique de la poursuivre. Les courtisans, fidèles à Philippe, répondent par ce qu'ils savent faire. Ils créent une atmosphère de témoignages, d'allusions et de récits qui doivent prouver que la relation avec Ingborg est impossible pour des raisons liées au caractère, à la maladie ou à l'incompatibilité. Ces textes semblent être une tentative de compenser l'absence de motifs réels. Dans les documents, ils semblent étranges. Ils ne contiennent pas de faits, seulement des affirmations qui peuvent servir de propagande à la cour, mais pas de base juridique pour l'annulation. Les ecclésiastiques du pape reconnaissent facilement qu'il s'agit là d'un jeu politique. Un tel argument ne peut annuler un mariage conclu publiquement devant le clergé et confirmé par toutes les formules canoniques. À ce moment-là, le roi entreprend une autre démarche, plus discrète, mais bien plus dangereuse. Il s'allie à une femme nommée Agnès de Méronne, la reconnaissant comme son épouse de fait, jusqu'à ce que la question d'Ingborg soit réglée. Pour Rome, c'est un défi direct. Le pape déclare que tant que la première épouse est en vie et que le mariage n'est pas légalement annulé, toute relation du roi avec une autre femme constitue une violation du canon, ce qui aggrave la peine. Et c'est précisément cet aspect qui rend la situation encore plus sombre. Les enfants nés d'Agnès risquent d'être reconnus comme illégitimes. Contrairement aux anecdotes habituelles sur les romances royales, le document montre cette ligne de conduite de manière beaucoup plus sévère. Il s'agit du statut des héritiers, de l'avenir de la dynastie, de la légalité du pouvoir. La charge pèse à la fois sur les barons et les anciens de la ville. Ils doivent maintenir le calme parmi les gens qui supportent de moins en moins l'absence de rites religieux. Leurs lettres à la chancellerie royale deviennent de plus en plus inquiétantes. Ils préviennent que la poursuite de la résistance à Rome pourrait conduire à des révoltes ouvertes. Pour Philippe, une seule chose importe: ne pas perdre la face devant l'Église et ne pas montrer que le pape peut lui dicter ses conditions. Son règne était fondé sur la force. Et aujourd'hui, une seule question personnelle menace de détruire cette image. Cependant, c'est précisément cette dimension personnelle qui montre l'ampleur réelle du conflit. Le roi tente de garder le contrôle de son corps et de son destin, tandis que le pape exige que le mariage soit reconnu, non pas comme la propriété du monarque, mais comme une institution contrôlée par l'Église. Et cette lutte dépasse le cadre des chroniques moralisatrices. Les documents reflètent la tension qui règne dans toute l'Europe. Les autres souverains considèrent la crise française comme un précédent.
Si Philippe cède, le pouvoir papal s'en trouvera renforcé. Si le pape cède, les rois disposeront d'un instrument leur permettant de modifier les mariages à des fins politiques. Entre-temps, la pression sur le roi devient trop forte et les premiers signes de ses concessions apparaissent. Il rétablit partiellement Ingborg dans ses droits de reine, tout en continuant à la maintenir isolée. Elle obtient la reconnaissance de son titre, une pension, un statut, mais pas de mari, et ne retourne pas dans la chambre conjugale. Cette décision mitigée ne satisfait pas Rome, mais elle constitue une étape vers ce qui mènera plus tard à la restauration complète du mariage. Toute cette histoire s'éloigne de plus en plus du mythe et se rapproche de plus en plus du document. Les légendes parlent d'une épouse scandaleuse qui aurait été la cause des souffrances de la France. Mais les sources montrent le contraire. Le silence et la ténacité d'Ingborg, son refus de céder, son attachement à la vérité juridique, font d'elle un personnage clé dans la lutte politique entre la couronne et la papauté. C'est une femme mûre qui n'a presque plus rien, si ce n'est son statut, et c'est précisément ce statut qui devient le levier qui brise la résistance du monarque le plus puissant d'Europe. Et plus le conflit s'intensifie, plus il devient évident que la véritable bataille ne porte ni sur l'honneur, ni sur les sentiments. Elle dépasse les limites du pouvoir. Le roi tente de prouver qu'il peut contrôler son propre destin. Le pape prouve que le destin du roi est également soumis au canon. Et Ingeborga est le seul centre immobile de ce tourbillon autour duquel tourne la tempête politique de toute la France. Les archives du début du XIIIe siècle deviennent sourdes et lourdes, comme si le papier lui-même était fatigué de consigner les tentatives incessantes du roi de se soustraire à l'alliance qu'il avait autrefois conclue pour des raisons diplomatiques. L'interdit est levé, mais l'ombre de ses conséquences se fait sentir dans les plaintes des villes, dans les rapports financiers des évêchés, dans la correspondance inquiétante entre les monastères et la cour. Les prêtres sont retournés dans les églises, mais la crainte d'une nouvelle interdiction demeure. Les structures ecclésiastiques ont compris à quel point le pouvoir du roi peut être fragile. Si la papauté décide d'utiliser la question matrimoniale comme moyen de pression. Ces documents montrent que le monde ne s'est pas encore remis du choc causé par la controverse sur le mariage. Entre-temps, on constate un phénomène rarement mentionné dans les chroniques, mais visible dans les parchemins administratifs. Les hommes et les femmes adultes, habitués à vivre selon des règles strictes, supportent de moins en moins une situation où le roi reconnaît de facto le mariage, mais continue de l'ignorer. Ingborg a un titre, une résidence confortable, la reconnaissance en tant que reine, mais elle n'a pas accès au pouvoir, ne participe pas à la politique et n'a même pas le droit banal d'assister aux événements importants de la cour. Sa vie se transforme en une série d'actes confirmés
paiement pour son entretien, dons au monastère en son nom, fixation de son statut sans rôle réel. Cette pile de documents, sans émotion, sans détail, révèle en soi la cruauté d'une situation où la reine existe comme un canon vivant, mais pas comme un être humain. Au sein de la cour, la peur grandit. Le roi se rend compte que sa future génération, née d'Agnès, repose sur des bases fragiles. Si la papauté décide de revoir le statut de ses enfants, leur légitimité s'effondrera. Les lettres de la chancellerie royale sont empreintes d'insistance, presque de désespoir. Il faut obtenir la reconnaissance de ses enfants. Il faut renforcer l'alliance avec l'Église. Il faut faire preuve de soumission sans montrer de faiblesse. C'est un équilibre difficile à maintenir, et chaque document qui mentionne les enfants de Philippe est empreint d'inquiétude quant au fait que le canon puisse se retourner contre eux. À la mort d'Agnès, la situation s'assombrit encore davantage. D'une part, la raison pour laquelle le roi insistait sur l'annulation disparaît. Il n'y a plus d'union qu'il souhaite légitimer. D'autre part, la disparition d'Agnès le laisse seul face à un mariage non autorisé que le canon considère comme valide, mais qu'il juge insupportable. Dans ce silence après la mort, que les chroniques décrivent avec douceur, mais que les documents transmettent à travers les changements dans la correspondance politique, Philippe se retrouve pour la première fois dans une position où il n'est plus avantageux pour lui de lutter contre l'Église. Il a besoin de paix et surtout de la reconnaissance de son héritier. Ingeborga, quant à elle, continue à faire ce qu'elle a toujours fait. Elle conserve son statut, ne déroge pas au canon, ne donne pas le moindre prétexte à une nouvelle procédure d'annulation. Son âge, sa santé, sa situation sont consignés dans des parchemins, et cette sécheresse dégage une fermeté à toute épreuve. Elle a survécu à l'humiliation du mariage et à la séparation immédiate. Elle a survécu à l'interdit. Elle a survécu à la calomnie des courtisans. Elle a survécu aux tentatives de la remplacer par une autre femme. Et maintenant, alors que le vent politique tourne, elle reste la seule figure qu'il est impossible de contourner ou d'effacer. Le roi, qui a perdu Agnès, commence à s'orienter progressivement vers la reconnaissance juridique du mariage. Dans les documents, cela s'exprime en termes modérés. La reine reçoit des fonds supplémentaires, l'accès aux meilleures résidences, des privilèges formels. Au début, cela ressemble à une tentative d'apaiser les tensions avec la papauté. Mais plus le temps passe, plus cela devient évident. Philippe se prépare à une réconciliation formelle. Il ne cherche pas à vivre une vie conjugale, et les sources ne montrent aucune démarche dans ce sens. Mais il est contraint de réintégrer Ingeborg dans la structure de la cour, au moins au sens juridique, afin de renforcer la position de son fils aux yeux de l'Église. C'est alors qu'intervient un revirement qui est rarement mentionné dans les récits populaires. Au début du XIIIe siècle,
après de nombreuses années d'isolement. Ingeborg devient la reine de France légalement reconnue. Non pas une ancienne reine, ni une compagne, ni un obstacle, mais l'épouse légitime du roi. Cette réintégration n'est pas un geste d'amour, ni une tentative de réparer le passé. Il s'agit d'un calcul politique froid, fondé sur la nécessité d'assurer la stabilité de la succession. Dans les documents, la restauration est mentionnée avec retenue, mais cette retenue laisse transparaître la profondeur du conflit. Après plus d'une décennie de lutte, le roi accepte ce qu'il avait fui dès le premier jour de son mariage. Pourtant, la relation entre les époux reste vide. Les actes ne font aucune allusion à un rapprochement entre eux. Il n'y a aucune mention de voyage commun, aucun témoignage d'effort pour rétablir la relation conjugale. Ils existent dans le même système de pouvoir, mais dans des mondes différents. Ingeborga obtient tous les droits de la reine, mais n'obtient pas de mari. Philippe rétablit le mariage, mais ne rétablit pas l'intimité. Le canon a déclaré l'union indissoluble, mais la vie humaine au sein de cette union est morte depuis longtemps. Et pourtant, c'est précisément ce geste juridique qui marque la fin de l'histoire. Le roi atteint son objectif. L'héritier est reconnu comme légitime. L'Église obtient la confirmation de l'indissolubilité du mariage. Les tensions politiques s'apaisent. Ingeborga, sans lutte, sans intrigue, sans alliés, triomphe simplement parce qu'elle n'a pas enfreint le canon. Sa détermination s'avère finalement plus forte que la volonté royale, plus forte que la pression de la cour, plus forte que toutes les tentatives de réécrire la loi selon les désirs personnels du monarque. Un mythe populaire explique cette histoire par l'image d'une épouse scandaleuse, mais le document montre une autre réalité. Le véritable conflit réside dans l'affrontement entre le pouvoir, le canon et la diplomatie. Le roi, sûr de son droit, s'est retrouvé lié par la loi qu'il avait lui-même reconnue. L'Église a prouvé qu'elle pouvait fixer des limites même au monarque le plus puissant d'Europe. Et la reine, une femme adulte restée dans l'ombre, est devenue le symbole non pas d'un drame romantique, mais de la rigueur du monde juridique, où parfois le silence en dit plus long que n'importe quelle déclaration politique. C'est ainsi que se termine une histoire qui a commencé comme une tentative personnelle du roi de se débarrasser d'une épouse indésirable et qui s'est transformée en un signe que même un monarque ne peut pas disposer du mariage comme d'un instrument. Et c'est précisément dans cette victoire froide, sèche, presque sans émotion du canon, que l'on entend ce qui rend ces affaires vraiment sombres. Ici, le destin des gens devient un appendice de la structure du pouvoir, et les décisions prises au nom de l'honneur et de la politique transforment la vie privée en un nœud qui ne se dénoue pas pendant des décennies. La victoire juridique d'Ingeborg n'est pas une histoire d'amour. C'est l'histoire d'une union formelle et d'une tentative de la détruire qui sont devenus un champ de bataille entre la couronne
et l'Église. Les documents, qui ont survécu à tous les protagonistes, ne consignent que les faits. La date du mariage, le jour de la séparation, les années d'interdit, la reconnaissance finale du mariage. Mais entre ces lignes, on sent le silence d'une femme qui, sans armée, sans influence et sans alliés, est devenue une figure devant laquelle Philippe II Auguste a dû s'incliner, non pas par cœur, mais par la loi.